Bonjour. Le transistor bipolaire à jonction. Dans ce chapitre-là, on va vous parler de la description d'un transistor bipolaire. Oui, son fonctionnement. Oui, ses utilisations. C'est parti. Premièrement, la description d'un transistor bipolaire à jonction. Un transistor a été découvert pour la première fois en 1948 par ces trois physiciens: John Barden, Walter Britton et William Shockley. Donc, un transistor est constitué d'un cristal. Ce cristal est dopé, devient un semi-conducteur. Donc, ce cristal, on diffuse dans ce cristal des impuretés convenables de façon à ce qu'il apparaisse trois zones. La première zone qu'on appelle la zone N. Qu'est-ce que c'est qu'une zone N? On prend une quantité des atomes de silicium dont Z égale à 14. Ils ont 4 électrons de valence. Lorsqu'ils se lient entre eux, ils donnent un réseau isolant. Mais lorsqu'on insère une très petite quantité des atomes de phosphore, comme vous le savez, le phosphore a 5 électrons de valence. Les atomes de phosphore vont se lier avec les atomes de silicium par des liaisons covalentes. Et il reste des électrons libres dans le réseau cristallin. Et on aura une zone négative. Et on aura quoi? Un semi-conducteur de type N. De la même façon, pour la zone P, on va prendre ici des atomes, une autre quantité des atomes de silicium, dans laquelle on insère une très petite quantité de bore. Le bore a 3 électrons de valence. Chaque atome de bore va se lier avec des atomes de silicium et on aura ici un défaut de charge, c'est-à-dire on aura des trous. Ces trous sont positifs et on aura une zone positive, c'est-à-dire on aura un réseau cristallin semi-conducteur positif qu'on appelle, qu'on appelle dopage de type P. Donc, si on lie deux zones de dopage différents, c'est-à-dire une zone P et une zone de type P avec une zone de type N, on aura qu'on appelle une diode. Donc, la liaison d'une zone P, positivement dopée, et d'une zone N négativement dopée, va nous donner une diode. Voici le schéma d'une diode. Il a deux bornes. Une borne qu'on appelle l'anode, c'est la borne positive. Et une borne négative qu'on appelle la cathode. Remarque, entre la liaison qui se fait entre la région
P et la région N, on aura ici une jonction. Une jonction Pn. Donc, comment peut-on avoir un transistor? Donc, lorsqu'on on va jouer avec ces régions-là, la zone P, des zones P et des zones N, on aura ce qu'on appelle un transistor. Donc, c'est quoi un transistor? C'est une liaison entre une région P, par exemple, une région N, et une région P, une région N. Ou bien, c'est la combinaison d'une région P, d'une région N et d'une région P. Et on aura ce qu'on appelle un transistor NPN. Ce transistor a deux jonctions. Il y a la jonction PN, la jonction PN'. Et voilà, regardez ici, entre la jonction PN, on aura ça. On aura cette diode. Et la jonction PN', on aura cette diode. Donc, c'est quoi un transistor? C'est l'assemblage, bien l'association de deux diodes montées en inverse. Même chose ici. L'association entre Pn et Pn. On aura cette diode, Pn, cette diode, et l'autre diode. Donc, un transistor PNP, c'est l'association de deux diodes montées en inverse. Donc, la liaison de deux diodes Pn et Pn', donc qu'on appelle un transistor. Le dopage de cette région n'est pas la même, n'est pas le même que de celle-ci. Donc, le transistor est un assemblage de deux diodes montées en inverse. Le transistor est formé donc de trois zones de dopage différemment très proches l'une de l'autre. Un transistor est donc tripolaire, c'est-à-dire il possède trois pôles. Ces trois pôles ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire ne sont pas équivalentes. Ils sont appelés, le premier pôle, il s'appelle l'émetteur. Le pôle qui se trouve au milieu, on l'appelle la base. Et le pôle de droite, il s'appelle le collecteur. On le note E, l'émetteur noté E, la base notée B et le collecteur noté C. On distingue deux types de transistors. Premièrement, le transistor NPN. Ce transistor est plus utilisé actuellement dans l'électronique. Il est formé par deux zones, N1 et N2. La zone N1 et la zone N2 ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a différence de dopage. La zone N1 et N2 sont séparées par une zone très épaisse qu'on appelle P. Il est très très mince. On symbolise ce type de transistor NPN par ce schéma-là. Ici, regardez que la flèche, elle part de B vers E. Très bien. Voilà. Alors, pour le transistor PNP,
Il est formé aussi de deux zones, P1 et P2, dopées différemment, comme, comme avant, séparées par une zone N très épaisse de quelques micromètres. Donc, la zone P1 et la zone P2, dopées différemment, séparées par une très petite zone N, et on symbolise ce type de transistor avec ceci. Ici, regardez, la place part de E vers B. Donc, c'est le transistor quoi? PNP. Enfin, le transistor NPN, c'est l'association de deux diodes montées comme ça. Et la diode PNP, c'est aussi l'association de deux diodes montées en inverse comme ça. D'accord? La jonction, c'est la partie qui sépare deux zones P et N. Donc, notre transistor possède deux jonctions. Il y a la jonction base émetteur et la jonction base collecteur. Ces deux jonctions ne sont pas les mêmes, vu la différence de concentration de dopage. Donc, cette jonction n'est pas symétrique à celle-ci. Voici quelques exemples de transistors. Chaque transistor porte un nom ou bien un numéro de référence. Deuxièmement, comportement d'un transistor dans un circuit. Alors, ici, on va étudier un circuit de la base, c'est-à-dire on va relier la base avec l'émetteur, puis on va étudier le circuit de collecteur, c'est-à-dire on va relier le collecteur avec l'émetteur. Alors, premier cas, circuit de la base, c'est-à-dire on va relier la base avec l'émetteur, les transistors, et le collecteur reste non branché. Pour faire cette expérience, on a besoin d'un générateur de tension continue variable, d'un ampèremètre, d'un voltmètre, d'un transistor NPN et d'une résistance de protection. Donc, voilà le circuit de la base, générateur variable, formé d'un générateur et d'un rhéostat, ampèremètre, voltmètre, qui sert pour mesurer la tension entre B et E, et une résistance de protection. Ce type de transistor est NPN. Alors la borne C reste non branchée. Donc ce qu'on va faire, on glisse le curseur du rhéostat, c'est-à-dire on fait varier la tension entre B et E, et on aura quoi? Comme vous savez que la jonction entre B et E, hein, c'est-à-dire entre P et N,
c'est une diode montée en direct. Donc, ce dipôle BE se comporte dans ce cas-là comme une diode normale. Voilà. Lorsqu'on fait varier la tension du générateur, c'est-à-dire on fait varier la tension entre les bornes B et E, on constate que le dipôle BE se comporte comme une diode normale de tension C et S égale à 0,7 volts. C'est normal car entre B et E, c'est-à-dire entre la région P et N, ce type de dipôle, c'est une diode. Lorsque EBE est supérieur ou égal à ES, lorsqu'on dépasse la tension seuil, le courant passe de la base vers l'émetteur. Maintenant, passons au circuit de collecteur. Ce circuit-là, il est constitué des transistors précédents, c'est-à-dire on va relier le collecteur et l'émetteur du transistor à un générateur de tension variable, un continu variable. Alors, pour la base, il reste non branché. Donc, voici le circuit du collecteur, notre transistor. La borne B reste non branchée et on branche C et E. On relie C et E à un générateur de tension variable, un ampèremètre, résistance de protection et un voltmètre pour mesurer la tension entre C et E. Alors, lorsque on fait varier cette tension entre C et E, on constate que aucun courant ne circule. Hein? C'est normal, car entre P ici, entre la zone P et la zone ici N, on a une diode montée en inverse. Donc, il va bloquer ce courant-là. Lorsqu'on fait varier la tension du générateur, c'est-à-dire on fait varier la tension entre les bornes du pôle C et E, on remarque que quelle que soit cette tension, quelle que soit la tension ICE entre C et E, au bornes de dipôle CE, aucun courant ne passe dans le dipôle CE. Dans ce cas-là, le dipôle CE de transistor NPN ici se comporte comme un interrupteur ouvert ou un isolant. Donc, blocage du courant. Ici, commande de circuit de la base sur le circuit de collecteur. C'est-à-dire on va relier le circuit de la base avec le circuit de collecteur. On va relier tous les pôles des transistors. Donc ce montage-là est constitué du montage précédemment. C'est-à-dire des circuits de la base qu'on appelle circuit d'entrée et des circuits de collecteur qu'on appelle circuit de sortie. Voilà. Ça, c'est le circuit d'entrée, c'est le circuit de la base. Et ça, c'est le circuit de collecteur, c'est le circuit de sortie. Nous avons deux générateurs variables, 2 ampèremètres, 2 voltmètres, des résistances de protection. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire. Premier cas, on ouvre l'interrupteur K.
Lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, alors pas de courant qui passe dans la base, par conséquent, pas de courant qui passe dans le collecteur. Dans ce cas-là, on dit que le transistor est bloqué. OK? C'est parti. Alors, K est ouvert. On constate que IB égale à 0 et ici égale à 0, malgré la tension ici égale à 6 volts. Lorsque K est fermé, ici on va jouer sur la tension IBE. On va commander avec la tension IBE. Lorsque la tension IBE entre BE égale à 0, on constate que IB égale à 0 et ici égale à 0. Et la tension en borne de C et E égale à 6 volts. On fait varier encore. Lorsque la tension est 0,3 jusqu'à 0,6, on n'aura pas de courant qui circule dans la base et pas de courant qui circule dans le collecteur. Et on remarque que ici E reste toujours égal à 6 volts. OK? Cette étape-là, dans cette étape-là, le transistor est bloqué. C'est-à-dire qu'il ne travaille plus. Bien. Augmentons la tension IBE. Lorsque la tension IBE égale à par exemple 0,65, alors on remarque un passage du courant IB dans la base et qu'il surprise, on constate un courant très important qui passe dans le collecteur. Et la tension ICE va diminuer. Augmentons la tension IBE encore. Lorsque la tension est 0,7, on aura 0,4 et le courant ici égale à 80. Et toujours, ici, E va diminuer. 0,75, alors on aura un courant I égale à 1 et un courant ici égal à 150. Lorsque la tension vaut 0,78, on aura 1,6 ici pour IB et 180 pour IC. Et la tension entre les bornes CE diminue encore. Donc, dans cette étape-là, on dit que le transistor fonctionne. Donc, fonctionne. Ou bien, on est en fonctionnement normal. C'est-à-dire qu'il y a amplification. Cet courant, il va nous donner un autre courant lié très supérieur, c'est-à-dire plus grand. C'est-à-dire on dit que ce courant est amplifié. Bien. Augmentons encore la tension IBE. Lorsque la tension devient 0,8 volts, on note un courant IB égal à 2 ampères et un courant ICE égal à 200 milliampères. En revanche, que la tension entre CE, il va chuter vers 0. Lorsqu'on augmente encore, lorsqu'on aura 3 milliampères qui circulent dans la base, on constate que le courant ici reste constant. Même chose lorsque IB égale à 5. Le courant reste constant. Et la tension entre CE vaut 0. Dans ce cas-là, on est
dans l'étape de la saturation de transistor. Ok. Étudions cas par cas. Donc, si on trace les courbes IB en fonction de IBE, et ici, en fonction de IB, on aura ces courbes-là. Cette courbe, comme vous le savez, c'est la courbe de la caractéristique d'une diode. Et cette courbe, on trace ici en fonction de IB, et on aura ces trois étapes. Première étape, de blocage de quoi? De transistor. Deuxième étape, c'est l'étape de fonctionnement normal. Et troisième étape, c'est l'étape de saturation. Bon, lorsque la tension, on va étudier cas par cas, lorsque la tension IBE est inférieure à 0,6, ici, on aura IB égale à 0 et ici égale à 0, cette étape-là. Lorsque la tension est comprise entre 0,6 et 1, et 0, par exemple 8, ici, on a ici, en fonction de l'IB, c'est cette droite-là. Et lorsque on dépasse 0,8, IB dépasse 0,8, on aura cette courbe-là. On aura, même si IB augmente, alors ici égale à constante égale à 200 milliampères. Donc, discutons la première étape. Donc, étape 1, transistor bloqué. Tant que, d'après la courbe, tant que IBE est inférieur à 0,6, la jonction BE du transistor reste bloquée. Et le courant de la base vaut 0. Et par conséquent, aucun courant ne passe dans le collecteur, ici égale à 0. Et on ajoute que ICE égale à 6 volts, il reste constante. Dans ce cas-là, le transistor reste bloqué, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne plus. Étape numéro 2, c'est l'étape de fonctionnement. C'est-à-dire transistor en fonctionnement normal, où on est en mode linéaire, en mode d'amplification. À partir que IBE est supérieur ou égal à 0,6, la jonction BE du transistor devient passante, c'est-à-dire il s'ouvre, et le courant de la base circule, c'est-à-dire il y aura un courant, et on constate un courant qui circule dans le collecteur. C'est bizarre. On note aussi une diminution progressive de la tension ICE. Dans ce cas-là, on dit que le transistor est en mode de fonctionnement normal. Le courant de la base, IB, a donc débloqué la jonction BC et a laissé passer le courant ici. Donc, le passage du courant ici revient au courant IB. C'est-à-dire IB a excité cette jonction. Cet effet remarquable est appelé l'effet de transition, de transistor. OK? D'après le graphe ici égal à f de IB, sur le domaine
ou bien l'intervalle 0,1,8 mA, on remarque qu'ici, paraît proportionnellement avec IB. Et on écrit ici égal à bêta pour IB. Bêta, c'est le coefficient de proportionnalité. On l'appelle facteur d'amplification en courant. Dans cette situation, bêta égale à delta ici sur delta IB et on trouve, d'après tout calcul fait, on trouve 160. C'est-à-dire, ce courant-là, il est amplifié 160 fois par ce courant-là. Donc ce courant, il vient de ce courant-là, mais avec amplification de 160 fois. Donc on peut généraliser. Chaque transistor a sa propre facteur d'amplification en courant bêta. Par exemple, prenons ce modèle-là, le BD131 a pour facteur d'amplification 150. Et le courant qui passe dans le collecteur, le courant maximal du collecteur sera 3 à ne pas dépasser 3 ampères. Pour le modèle 2SD4T, le facteur d'amplification bêta égale à 100 et le courant maximal du collecteur est 5. Alors, pour le modèle AD136, bêta égale à 100 et IC max égale à 10 ampères. Donc, chaque transistor porte un nom. Dernière étape, c'est l'étape de la saturation. Une fois que IB dépasse 1,8 mA, c'est-à-dire la tension IBE dépasse 0,8 volts, on constate que ici reste constante. Et on pense que ICE va chuter vers 0. Donc ici a atteint une valeur maximale imposée par l'alimentation dans le circuit de collecteur. Le transistor se comporte alors pour le circuit de collecteur comme un fil de jonction reliant directement C et E. Dans cet état-là de fonctionnement, le transistor est en mode de saturation. Remarque, on peut utiliser la loi des nœuds dans un transistor. Voilà. Donc, prenons par exemple le transistor NPN. Donc, le courant IB entrant, plus le courant ici entrant égale à le courant IE. Donc, IB plus ici égale à E. Prenons le cas de transistor PNP. Le courant IE égale à ici plus IB. Alors, la dernière partie. Quelques utilisations du transistor. Détecteur de la lumière. Ce montage est constitué de quoi? D'une sonnette, par exemple. C'est l'organe de sortie qui sera commandé par un organe de commande. C'est la résistance, c'est la LDR, c'est-à-dire la résistance qui dépend de la lumière, par l'intermédiaire d'un transistor NPN et son alimentation. Alors, voyons voir le circuit est constitué de quoi? D'un transistor avec son alimentation et d'une résistance de protection.
Ça, c'est l'organe de commande, c'est-à-dire l'organe d'entrée, ou bien le capteur, ça, la LDR. Et ça, c'est l'organe de sortie, ou bien d'utilisation, c'est la sonnette. Bon, qu'est-ce qu'il passe? Lorsque la LDR est exposée à l'obscurité, alors sa résistance devient très grande. Et par conséquent, EB est très faible, c'est-à-dire presque nul. Et par conséquent, ici égale à 0. Et l'organe de sortie ne fonctionne plus, c'est-à-dire la sonnette ne sonne plus. Bien. Alors, lorsque la LDR est exposée à la lumière, sa résistance est petite, par exemple de l'ordre de 400 à 600 ohms, c'est-à-dire il y aura passage d'un courant IB et par amplification de transistor, on aura naissance d'un courant ici. Ce courant ici, capable d'alimenter cette sonnette et par conséquent, cet organe va fonctionner. La sonnette va sonner. OK? Donc, si la résistance qui dépend de la lumière, la LDR, est exposée à l'obscurité, sa résistance est très grande, de l'ordre de 1 million d'ohms. Donc, pas de courant qui circule dans la base, par conséquent, pas de courant qui circule dans le collecteur. Donc, l'organe de sortie, si la sonnette ne fonctionne plus. Et le transistor est en mode de blocage. Si notre LDR est exposé à la lumière, sa résistance est petite, de l'ordre de 500 par exemple de ohms. Et par conséquent, il y aura passage d'un courant IB. Ce courant permet d'avoir un courant ici dans le collecteur. Il y a une sonnerie. Le transistor est en mode de fonctionnement, c'est-à-dire lui débloqué. Autre exemple, détecteur de niveau ou testeur de conductivité. Ce montage comporte quoi? Un organe de commande, c'est un détecteur de niveau, c'est-à-dire on aura une solution par exemple qui contient des ions. Un organe de sortie, c'est une diode électroluminescente qu'on appelle LED, la LED, et un transistor NPN avec son alimentation. Alors, le circuit est monté comme ça. Transistor plus son alimentation plus une résistance de protection. Notre détecteur de niveau contient par exemple une solution, par exemple de NaCl, hein, et notre LED, c'est l'organe de sortie. Ça, c'est l'organe de commande, et ça, c'est l'organe de sortie. Bien, allons-y. Premier cas, lorsque l'électrode est hors la solution, c'est-à-dire on aura un circuit ouvert, automatiquement IB égale à 0, et par conséquent ici égale à 0, la lead ne brille plus et le transistor est bloqué. Dès que l'électrode sera immergé dans la solution,
c'est-à-dire on ferme le circuit. Donc, on aura ici un courant IB qui passe dans la base et par mode d'amplification, on aura quoi? On aura un courant ici qui va apparaître et la LED brille. On est en mode de fonctionnement. Donc, si l'électrode N est hors le niveau de l'électrolyte, alors le circuit est ouvert et par conséquent IB égale à 0 et ici égale à 0. Donc le transistor est bloqué. Si l'électrode M est dedans le niveau de l'électrolyte, donc le circuit est fermé. Donc il y a une migration des ions dedans, qui se trouvent dans la solution. Et par conséquent, il y a un courant IB qui traverse la base et on aura un courant ici traversant le collecteur. Le transistor sera débloqué, c'est-à-dire il fonctionne et la LED brille. Dernier exemple, c'est le détecteur de dessoufflement. Son montage est constitué de quoi? D'un organe de commande, c'est une thermistance qu'on appelle CTN. C'est quoi la CTN? C'est une résistance qui augmente lorsque la température diminue et vice-versa. Qu'est-ce que c'est que CTP? C'est une résistance qui augmente lorsque la température augmente. Bon, et on aura un organe de sortie, c'est une diode électroluminescente, c'est la LED, et un transistor NPN avec son alimentation. Et bien sûr, une résistance de protection. Donc le circuit, c'est comme ça. L'alimentation, transistor, résistance de protection, la LED, résistance de protection, les bornes B, C, B, E, et ici on a un bain dans lequel on met la CTN. Alors, par exemple, ici, si la température du bain est basse, c'est-à-dire de l'ordre de 10 degrés ou bien 20 degrés, alors cette résistance est grande. Hein? La résistance de la CTN, si la température diminue ici, la résistance de la CTN va augmenter. Lorsque la résistance augmente, ici on aura un courant très faible, c'est-à-dire presque nul. Par conséquent, ici est presque aussi nul. Et la LED ne fonctionne plus, c'est-à-dire ne brille plus. Donc, si la température du bain est élevée, alors lorsque T augmente, lorsque la température augmente, la résistance de la CTN diminue. Par conséquent, un courant IB circule dans la base et avec l'amplification, on aura un courant ici qui circule dans le collecteur. Et par conséquent, la LED brille. On est en mode de fonctionnement. Alors, si la température du bain diminue, la résistance de la CTN augmente et le courant de la base IB est très faible. Et par conséquent, le courant du collecteur est presque nul. Le transistor est en mode de blocage et la LED ne brille plus. Si la température du bain augmente, la résistance de la CTN diminue bien sûr et par conséquent, IB augmente et ici augmente et le transistor est débloqué, c'est-à-dire le transistor fonctionne et la LED brille.
chaîne électronique. Cette chaîne est composée de 3 organes fonctionnels, très importants. Chaque chaîne électronique comporte 3 organes essentiels. Il y a l'organe de commande au capteur, l'organe d'entrée. Par exemple, c'est la CTN, la LDR, l'électrolyte, etc., etc., etc. Il y a l'organe électronique, son alimentation. Ici, c'est le transistor et avec son alimentation. Et enfin, on a un organe de sortie ou un organe d'utilisation. C'est par exemple lampe, LED, relais, microphone, haut-parleur, etc., etc. Méthode d'utilisation. Par exemple, chaque chaîne électronique sera montée comme ça. Un générateur plus transistor plus son alimentation plus résistance de protection. Ici, l'organe d'entrée, ou bien un capteur, ou bien l'organe de commande. On commande la sonnette par la LDR, par exemple. Ici, l'organe d'utilisation ou bien l'organe de sortie. C'est bien. Je vous présente cette annexe pour mieux voir. Le transistor est un dispositif électronique à base d'un matériau semi-conducteur comme le silicium. Les atomes de silicium sont tétravalents, c'est-à-dire qu'ils ont 4 électrons dans leur couche de valence. En général, ces électrons ne sont pas libres et ne peuvent donc pas conduire le courant électrique. C'est la raison pour laquelle les ingénieurs utilisent le dopage pour améliorer la conductivité du silicium. Le dopage de type N consiste à ajouter des atomes de phosphore au sein de la structure cristalline du silicium. Le dopage de type P consiste à ajouter des atomes de bore. Pour obtenir un transistor, il suffit de superposer des couches de différents types. L'une des couches est dopée avec des atomes de phosphore contenant plus d'électrons que le silicium. L'autre couche possède des atomes de bore qui ne comptent que 3 électrons de valence. Il existe donc des trous. Sous l'effet d'une différence de potentiel, l'électron libre se déplace dans la couche de type P et prend la place du trou. Alors, un trou est créé dans la couche de type P à raison du déplacement de l'électron. Cela s'applique aussi pour les autres électrons. La diffusion des électrons en question provoque la création des ions qui ont une charge positive ou négative. En fait, un champ électrique est induit par les charges différentes empêchant le déplacement d'autres électrons. Les informations suivantes ont pour but d'examiner la structure d'un transistor bipolaire. Ce transistor est composé de 3 couches semi-conductrices. Dans le cas où il s'agit d'un transistor de type NPN, une couche de type P se trouve entre 2 couches de type N. Les couches de type N possèdent des électrons libres. L'une des couches est appelée le collecteur, l'autre couche est l'émetteur. La base ayant des trous est la couche entre les couches de type N. Les régions de couleur bleue sont les champs électriques empêchant la diffusion des électrons dans la base. Peu importe la tension collecteur-émetteur, dans ces conditions, le transistor ne laisse pas passer le courant. Cependant, lorsqu'une tension suffisamment élevée est appliquée entre la base et l'émetteur,
Le champ électrique diminue, ce qui engendre le déplacement des électrons dans la région de base. Plusieurs électrons se recombinent avec des trous dans la base, mais la plupart des électrons entrent le collecteur. Il existe donc un courant électrique entre la base et l'émetteur, ainsi qu'entre le collecteur et l'émetteur. Tant que la tension est appliquée, le courant continue à circuler. Voici un exemple d'utilisation pour le transistor bipolaire où on utilise le son conventionnel du courant. Ce circuit, très simple, permet d'allumer la lampe en fonction de la lumière ambiante. Une pile électrique sert de la source d'alimentation électrique. Le transistor joue le rôle d'un interrupteur. La résistance de la cellule photoconductrice varie en fonction de la lumière ambiante. La lampe s'allumera donc automatiquement. La vue de dessus nous permet de mieux comprendre le monde des transistors. Premièrement, le courant électrique est divisé. La résistance étant très grande, la base du transistor reçoit peu de courant électrique. Ultérieurement, la grande partie du courant passera du collecteur à l'émetteur, mais pour l'instant, la jonction collecteur-émetteur ne conduit pas le courant électrique. Plus la quantité de lumière est grande, moins la résistance de la cellule photoconductrice est grande. Donc, la résistance augmente lorsque l'éclairement diminue, ce qui donne naissance à une tension importante à la base du transistor, laissant passer le courant du collecteur à l'émetteur. La lampe s'allume parce que le transistor sert à ajuster automatiquement le courant en fonction de la tension à la base.